Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons au Louvre afin de réaliser une vidéo d'immersion dans l'art et la communication digitale au cœur du plus célèbre musée du monde. Nous avons eu la chance d'interviewer deux figures majeures du musée du Louvre, Nicolas Milovanovic, conservateur en chef des collections de peinture française du XVIIe siècle, et Nicolas Bousser, responsable des réseaux sociaux de l'institution. Cette rencontre exceptionnelle explore une question centrale. Comment communique-t-on sur l'art aujourd'hui ? À une époque où les institutions culturelles se réinventent face aux nouvelles attentes du public et à l'essor des plateformes numériques, nos intervenants partagent avec nous leurs ressentis pendant l'interview. Profitez bien! Alors Nicolas Bousser, je suis chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre et j'ai aussi fait des études en histoire de l'art à l'école du Louvre et je suis en thèse. Je travaille sur la peinture française du XVIe siècle. Donc Nicolas aussi, voilà, il y a Nicolas, donc Nicolas Milovanovic, donc je suis conservateur au musée du Louvre, conservateur en chef, chargé des peintures françaises du XVIIe siècle. Donc mon domaine c'est vraiment le XVIIe siècle, la peinture et la peinture française. En tant que chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre, évidemment, je peux parler du côté donc vraiment institutionnel, comment on communique en tant que musée. Et à côté de ça, j'ai une double casquette puisque je suis très présent sur les réseaux à titre personnel. Et quand j'étais à l'école du Louvre, j'ai co-créé un média qui s'appelle Coup de Filard. Notamment, on avait fait une web série avec Nicolas. Donc, ce qui m'a amené très tôt à chercher comment bien communiquer sur les réseaux autour de projets liés vraiment à l'histoire de l'art. De l'histoire de l'art, des fois très connus sur des chefs-d'œuvre, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus niches, beaucoup plus spécifiques. C'est un peu une problématique que je peux retrouver au musée du Louvre, puisque bon, le musée du Louvre, c'est 10 millions d'abonnés sur tous les réseaux confondus, c'est 5 millions sur Instagram, et on a un peu ce double aspect, puisqu'il faut communiquer sur des projets qui sont très grand public, et sur des œuvres, des chefs-d'œuvre qui sont très grand public. Puis à côté de ça, on en parlait justement avant de commencer à tourner, de communiquer sur des choses qui sont plus spécifiques, sur des acquisitions, sur des expositions dont les sujets sont parfois moins faciles, entre guillemets, puisque il y a des expos, par exemple comme Figure du Fou en ce moment, où ça peut attirer beaucoup de monde parce que ça parle à pas mal de gens, et en même temps c'est une expo très bien construite d'un point de vue scientifique. Et d'autres expositions, comme il y a pu y avoir au musée il y a quelques années, l'expo sur les Hittites, des choses comme ça, où ça parle beaucoup moins. Et là, notre travail à la com, ça va être vraiment un travail de vulgarisation dans le sens positif du terme. Et justement, ça complète parce que moi, c'est un travail sur les réseaux sociaux beaucoup plus amateur qui a commencé en fait au moment du Covid. Vous savez, tout était bloqué. C'était un moment assez incroyable. Le Louvre était vide pendant des jours et des jours. Nous, on venait d'ailleurs pas tous les jours, de temps en temps, et on travaillait chez nous. Et donc, comme on travaillait chez nous, le Louvre même nous a dit, mais essayez, faites une vidéo, mettez tout bêtement votre iPhone comme ça, et parce que le Louvre a besoin de continuer d'être présent, étant fermé, donc on nous a encouragé à faire ça. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait une vidéo, je me souviens, sur Poussin, mon tableau préféré, Les Bergers d'Arcadie, et qui a eu énormément de vues, donc j'étais moi-même très surpris, c'était vraiment un petit film d'amateur, et donc du coup ça m'a ouvert finalement ce monde des réseaux sociaux, là c'était YouTube, et puis ça m'a donné envie finalement, ça m'a montré que eh bien, ça peut toucher beaucoup de monde. Nous, évidemment, de notre travail, on touche plutôt à un public beaucoup plus restreint, d'historiens d'art, d'étudiants, etc. Et là, vraiment, ça touche tout le monde, et de manière puissante. Et donc, je me suis dit, ça, c'est quand même, ça fait partie aussi de nos missions. Et donc, depuis, j'ai un peu élargi ce que je fais, c'est-à-dire, je me suis mis sur d'autres réseaux sociaux, et j'essaye voilà, d'être présent, d'avoir une approche un peu différente, un peu personnelle, qui reste une approche un peu d'amateur. C'est pas ma formation, c'est pas mon métier. J'ai moins de compétences que Nicolas, mais néanmoins, ça propose un regard qui complète, on va dire, le regard institutionnel du Louvre, dont, pour le coup, Nicolas est le représentant. La communication, oui, parce que bien sûr, dès que vous faites un projet, une exposition par exemple, l'important c'est que cette exposition soit comprise, soit appréciée, etc. Donc vous avez votre premier interlocuteur, c'est le journaliste tout simplement. Donc vous devez dialoguer avec eux, leur répondre, essayer de synthétiser les choses, de les rendre
plus facilement compréhensible, plus attrayante aussi, parce que c'est le but. Le but d'une exposition, c'est que les gens viennent. Donc oui, ça fait vraiment partie du métier. Ça, j'ai beaucoup plus d'expérience évidemment dans ce domaine. Les journalistes, on les connaît, on finit par les connaître, on crée des relations avec eux et on apprend à leur présenter les choses, à participer à une communication dont on ne mène pas cette communication. Il y a des services spécialisés au sein des musées, donc Nicolas fait partie du service communication du Louvre, mais nous, on est amenés en tant que conservateurs à jouer le jeu, à être là, à répondre présent, à finalement aussi répondre à toutes les demandes du service communication sur le dossier de presse, enfin tous les éléments qui sont autour d'un projet. Donc voilà, il y a pour moi la communication que je fais depuis que je suis conservateur via les services communication des musées où j'ai travaillé, ce qui fait vraiment partie de mon métier. Et puis il y a les réseaux sociaux, YouTube, etc., qui est plus voilà, un goût personnel que tout le monde ne fait pas, mais qui moi m'amuse. Est-ce qu'il y a un bon complément pour la figure du conservateur? Après, on a le droit de ne pas... vous savez, les réseaux sociaux, enfin, c'est des questions, les gens peuvent critiquer, aimer, ne pas aimer. Il y a certaines parties, moi je dirais, du métier de conservateur qui sont vraiment essentielles. C'est 3 volets fondamentaux qui sont conserver, étudier et transmettre. Alors on pourrait se dire que les réseaux sociaux font partie de cette partie transmettre, mais transmettre c'est aussi enseigner. Enseigner notamment les préparations au concours d'école du patrimoine ou à l'école du Louvre, enfin donc il y a des lieux pour ça. Tous les conservateurs ne le font pas, parce que vous aussi vous adaptez votre métier en fonction de votre sensibilité, de vos affinités. Donc moi, il se trouve que j'adore enseigner, j'adore transmettre. Donc l'école du Louvre, j'y ai enseigné pendant 17-18 ans. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est un bon moyen aussi d'avoir un aspect pédagogique un peu personnel et j'espère original. Oui, parce que c'est pas toujours évident de se mettre en valeur aussi, de s'exposer sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Vous le faites très bien et vous aimez bien ça, surtout quand on avait fait la série, vous aviez adoré faire ça se voyait. Et en fait, ça a servi à beaucoup de gens derrière. Je sais que quand j'étais étudiant à l'école du Louvre, j'aurais aimé avoir les séries qu'on a pu faire, et notamment celle avec vous. Pour réviser, c'était plus facile. Je suis ravi d'avoir des compliments de Nicolas qui est vraiment là-dedans depuis assez longtemps quand même, et avec Coupe Filard, désormais au Louvre. Et puis vous voyez, ça donne un contact aussi intergénérationnel. Faut pas, il y a aussi, et c'est bien compréhensible, une logique qu'on prend de l'âge, etc. On est moins en lien avec le monde qui bouge, avec notamment les réseaux, etc. Et donc c'est aussi un moyen de rester en contact, et c'est assez agréable. Donc. Vraiment du réseau, et ça dépend du sujet. En fait, pendant longtemps, et encore, je pense pour certains musées, là je parle le côté institutionnel, pour certains musées, je pense que les contenus étaient dupliqués sans trop de modifications en fonction des réseaux. Je sais que maintenant, c'est vraiment une considération qu'on a d'adapter vraiment le discours. Par exemple, le compte Facebook du musée du Louvre est en train de devenir vraiment un outil d'aide à la visite où on va mettre beaucoup plus d'informations en pratique, beaucoup plus on va informer de visites guidées, de choses comme ça. Là où sur Instagram, là où le musée a 5,1 millions d'abonnés, sur ces 5 millions d'abonnés, on a 8% de Français. Donc ça veut dire qu'on a énormément d'Américains, de Brésiliens, dont certains, des Chinois aussi, dont certains, enfin des Chinois. Les Chinois ont leurs propres réseaux sociaux, mais dont certains potentiellement ne viendront jamais au Louvre, ou alors pas tout de suite. Donc notre rôle, c'est de leur transmettre aussi déjà de la belle image, c'est bête à dire, hein, mais de faire rêver, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a des contenus type le mardi fermeture, où c'est une déambulation dans le musée vide. Alors on en profite pour montrer une ou deux œuvres, mais en termes de contenu d'histoire de l'art, contenu médiation, il y en a assez peu, c'est vraiment de l'image. Et à côté de ça, on a des contenus, comme on peut faire le jeudi avec le Louvre à la loupe, où c'est vraiment de la médiation, de l'histoire de l'art. Donc c'est vraiment une adaptation constante des discours, et même pour un même contenu qu'on va dupliquer sur les réseaux, il faut quand même adapter le discours aussi en fonction de la plateforme. Et depuis pas très longtemps, le musée du Louvre est sur TikTok aussi. Il n'y a pas eu d'annonce, mais on est sur TikTok maintenant. Et là, c'est encore totalement autre chose, puisque c'est un vocabulaire différent, c'est essentiellement de la vidéo, c'est des choses qui sont beaucoup plus fun fact, émerveillement, waouh, enfin c'est des vocabulaires très différents, et je pense qu'il faut garder ça en tête quand on communique sur les réseaux. Les formats aussi, ça coule de source, mais pour une question plus pratique, les formats des vidéos, des photos, enfin, tout a son importance. Le son.
Ouais, absolument. Donc moi c'est très différent. C'est plus, vous l'avez compris, en tout cas sur les réseaux sociaux, un travail beaucoup plus personnel que je fais à mes heures perdues, le week-end, etc. Et donc du coup, c'est mes passions. Là, voilà, moi j'ai évidemment cette liberté-là. Et donc, pour vous donner un exemple, moi je suis responsable des peintres français, des peintures françaises au Louvre. Parmi ces peintres français, j'ai des prédilections quand même. Je les aime tous. Mais j'ai des prédilections, par exemple Nicolas Poussin, et donc du coup je consacre beaucoup mes comptes sur les réseaux sociaux à faire l'éloge de cet artiste, parce que je l'aime, parce que je trouve que c'est un artiste extraordinaire, et parce qu'il n'est pas, à mon sens, suffisamment connu. Vous voyez, Poussin n'est pas connu à l'égal d'un Rembrandt ou d'un Caravage. Il y a des artistes qui tout de suite eh bien, frappent les esprits et séduisent. Poussin, c'est plus difficile. Et je le vois, je le constate dans les réponses. Les réseaux sociaux sont aussi intéressants dans la mesure où quand vous publiez quelque chose, vous avez tout de suite des retours quand même. Et donc vous voyez comment ça réagit et je me rends compte qu'il y a un travail à faire sur Poussin et que cette passion, moi, que j'ai pour cet artiste, bah, c'est pas mal de la partager. Je le fais en tant que conservateur au Louvre. J'ai réalisé 2 expositions consacrées à Poussin, une au Louvre, une au Musée des Beaux-Arts de Lyon. J'écris plusieurs articles. Là, on va publier dans quelques jours les actes d'un colloque consacré à Poussin et le Louvre, qui a eu lieu au Musée du Grand Siècle. Donc ça, c'est vraiment mon activité au service de Poussin en tant que conservateur, dans mes fonctions de conservateur. Mais voilà, à mes heures perdues, eh bien, j'aime bien communiquer, comme dit Nicolas, de manière plus décalée, plus humoristique. Pour ceux qui arrivent à apprécier mon humour, eh bien, sur Poussin, donc pour faire aimer Poussin. Voilà, et puis alors, je cite Poussin, il y a j'ai d'autres passions, la représentation animale, par exemple, la peinture animalière, ou la peinture animale, parce que le terme animalier, je l'aime pas trop, il est assez péjoratif. Donc voilà, ça vous laisse la liberté de montrer aussi vos passions, et d'une manière plus libre aussi. Donc voilà. Sur YouTube, les vidéos sont de facto toujours plus longues. Là où Instagram, on fait des vidéos de médiation, hein, parce que le contenu de l'ouvre à la loupe dont je vous parlais, on l'avait transposé en vidéo. Là où on fait de la voix off, on essaie de mettre beaucoup d'iconographie, faire de la médiation version orale. Là, on dépasse rarement les 2 minutes quand même. Et encore 2 minutes pour Instagram, c'est très long, même si nous, ça marche bien. Ça prouve aussi que les gens vont jusqu'au bout. Là, on était très surpris, parce qu'une fois, j'ai même fait une vidéo de 3 minutes 30. Mon chef m'a dit, mais Nicolas, c'est trop long. C'est trop long, ça n'a jamais passé. Et la vidéo est super bien marché. C'était sur la restauration de la mort de Sardanapale de Delacroix. Et des gens mettaient des commentaires sur un passage qui se situe à 3 minutes 15. Donc la preuve qu'ils allaient jusqu'au bout de la vidéo. Donc c'est bien la preuve aussi qu'on n'est pas obligé toujours de faire très court pour être impactant, même si faut aussi faire on peut pas non plus faire tout le temps du 5 minutes sur Instagram parce que ça marche pas. C'est pas fait pour ça au départ, mais on peut l'utiliser ainsi. Ouais. YouTube, oui, on est plus sur des vidéos, on est plus sur du plus de 10 minutes en général, minimum. Et encore, 10 minutes sur YouTube, moi je trouve ça court. Et à titre perso, avec Coupe-Fil, les reportages qu'on peut faire, on en a publié un il n'y a pas longtemps sur Joseph Aubert, qui est un peintre du 19e, qui a peint tout le décor de l'église Notre-Dame-des-Champs, parce que la COARC, donc qui est la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris, restaurait les peintures de Joseph Aubert. On est monté sur le chantier, on a fait un gros reportage, on est même allé en Normandie, dans le Jura, pour filmer des peintures de Aubert. Le reportage fait 50 minutes. Donc clairement, j'ai du mal à me circonscrire dans le temps. Non, mais c'est bien. Quand on travaille dans les réseaux sociaux, il faut un petit peu, mais YouTube, moi je me laisse à chaque fois vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Enfin, si vraiment, et quand je fais des interviews avec des gens pour YouTube ou pour vraiment, oui, pour YouTube, je leur dis, mais dites tout ce que vous voulez, à pire nous derrière on coupe, mais c'est important on a cette plateforme pour développer au maximum, donc autant s'en servir. Déjà que sur les autres plateformes, on est quand même obligé souvent de se restreindre. Autant là, dérouler le contenu au maximum. C'est vrai que moi je comprends tout à fait ce que dit Nicolas. C'est vrai que c'est une plateforme pour le coup YouTube qui est très utile, très pratique, qui permet des formats beaucoup plus longs. Moi je m'en sers par exemple, et ça c'est une chose, alors c'est aussi de la communication. Quand par exemple on fait des conférences, c'est aussi des sujets très ciblés, avec une audience très réduite. Une conférence de 100 personnes. Parfois, il y a du monde, mais enfin, en général, c'est 80, 100 personnes, des spécialistes intéressés, quelques étudiants dans le domaine. Et je me dis, et parfois, ces conférences sont publiées, colloques, conférences sont publiées dans des actes, mais finalement de moins en moins, et beaucoup ne le sont pas. Et finalement, ça reste, c'est perdu. Et moi, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais c'est quand même dommage que ça se perde. Parfois c'est publié, hein, parfois il y a des actes de colloques, mais franchement aujourd'hui je dirais sur 4-5 colloques, si on avait un ou deux qui est publié, c'est déjà énorme, hein, publié papier ou même sur internet. Et donc du coup maintenant moi je filme,
Alors, pas tout, parce que voilà, mais en tout cas, moi, quand je fais l'effort de faire une communication, c'est beaucoup de travail et que je sais qu'elle ne sera pas forcément publiée ni en papier ni sur Internet. Je me dis, bon, bah, je la filme. Et puis ensuite, je la mets sur YouTube. Au moins, il y a la mémoire. Au moins, les gens qui sont intéressés, ça va pas faire 10 000 vues, hein, ça va faire 500, 1000 vues, et c'est déjà bien. Mais pour les gens, ça peut être utile. Pour les étudiants, pour les spécialistes d'un domaine très étroit. Et donc, voilà. Et sur d'autres réseaux, alors voilà, là, c'est des utilisations plus personnelles, des réactions voilà, qui sont beaucoup moins réfléchies, beaucoup moins appelées à durer, évidemment. Mais YouTube, effectivement, cette capacité de garder, de permettre aux choses de durer un petit peu. C'est un peu le problème, je trouve, des réseaux sociaux, c'est que cette communication est importante, peut avoir beaucoup d'impact, mais en général, c'est quand même un impact quand vous regardez un tweet, ou même sur TikTok, etc. Enfin, ça dure une journée, quoi. Ça peut durer une journée, mais quelque chose qui buzz, ça dure une journée. Et donc, c'est vraiment ce temps. Et nous, c'est vrai que dans les musées, on est très attachés au temps long, évidemment. C'est-à-dire, on s'occupe d'œuvres qui ont été produites il y a des siècles et qui sont appelées, c'est notre rôle, à durer encore, à persister et à toucher les gens pendant des siècles. Et donc, ce côté très rapide où l'information et la communication peut être puissante mais s'éteint très vite, c'est un peu agaçant. Et c'est vrai que parmi les médias, moi je trouve que YouTube est un peu le seul où on peut mettre quelque chose. Moi, ça m'est arrivé de mettre une vidéo et puis il y a eu 200 vues et puis après je l'ai revue par hasard 3 ans plus tard sur ma chaîne et puis je me dis, bah tiens, c'est marrant, elle a 2000 vues maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient intéressés, qui sont venus voir. Donc voilà, pour ça, moi j'aime bien ce média-là. Après, bon. Non, puis il y a un aspect, enfin, je suis vraiment convaincu que même sur les réseaux, le sujet fait beaucoup. C'est-à-dire que peu importe le sujet, on n'est pas obligé de se dire tout le temps, on va faire court parce qu'il faut qu'on fasse court sur cette plateforme. Si le sujet est bien, ça peut vraiment très bien marcher, peu importe le format. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps avec le Scribe, on fait une web-série au Mobilier National, et notre deuxième épisode, c'était sur la restauration du tapis de cœur de Notre-Dame de Paris. Forcément, le sujet est quand même déjà assez cool. On a marché sur le tapis en restauration, c'était super. La vidéo, elle fait, comme toutes les vidéos qu'on fait avec le Scribe, fait plus de 40 minutes. Sur sa chaîne, elle a super bien marché. Enfin, elle a fait 50 000 vues. Faut en dire un mot, faut lui faire la pub, puisqu'on parle de communication. Qui dit communication dit pub. Scribe Accroupi, c'est un très beau concept, quoi. C'est un gars qui est extraordinaire, qui est passionné par le patrimoine, par les musées, mais bon, c'est pas son métier. Voilà. C'est un amateur. Et il s'est dit, tiens, je vais exploiter surtout les médias quand même YouTube, hein, dans cette logique de mettre du contenu avec une durée, une profondeur. Et pour lui, l'idée, c'était de parler surtout des expositions, même si ensuite il s'est élargi, et d'interroger les commissaires, c'est-à-dire ceux qui ont conçu. C'est une exposition, c'est 3 à 4 ans, parfois plus de travail, où vraiment vous faites vraiment un travail de fond, ça vous prend énormément de votre temps dans la journée, sur une période très longue, et donc vous avez quand même beaucoup de choses à dire. Et donc Scribe Accroupi s'est dit, je vais faire ça, je vais aller interviewer, il faut que j'établisse des liens avec les musées. Et finalement, les choses qu'il faisait étaient vraiment très belles, très convaincantes. Et il a du coup eu l'idée aussi, parce qu'il dit communication, de lui-même créer un petit mystère, c'est-à-dire ce nom, Scribe Accroupi, qui est une des œuvres phare du Louvre, mais lui-même on ne le voit jamais, on ne sait pas qui il est, il n'y a pas son nom, il y a le lien au Louvre. Et puis des vidéos qui sont très variées, qui suivent l'actualité des musées, avec les gens qui sont au cœur de ces projets-là. Finalement, ça marche plutôt pas mal. Et nous, évidemment, quand on voit ça, moi j'ai découvert Scribe Accroupi, je ne savais pas ce que c'était, c'est les services com qui m'ont mis en relation avec lui. Je me souviens, c'était d'abord au musée du Louvre-Lens. Et puis on voit quelqu'un qui est compétent, qui fait vraiment du très beau travail. Nous, ça nous plaît aussi. Hein, donc voilà. Bien sûr. Et puis c'est quelqu'un qui n'est pas surtout du milieu de l'art, qui est un vrai passionné au départ, et qui s'est dit, j'ai envie d'en apprendre plus, ça me fait plaisir d'aller voir des expos, mais je vais faire des contenus dessus. Et maintenant, le Scribe, à chaque fois qu'il y a une expo, globalement, il fait une vidéo dessus. Nous, on l'a rencontré en tant que coup de fil en 2019, je pense, qu'on a fait une interview de lui. On voulait savoir qui était cette personne. Moi, pendant longtemps, j'étais persuadé que c'était quelqu'un du Louvre, alors que pas du tout. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est très bien entendu et on a construit des projets ensemble. On s'est mis à faire des vidéos, on en fait encore régulièrement. Et c'est vrai que ça a été... c'est super de travailler avec le Scribe. La toute première série qu'on avait faite avec lui, c'était en 2020. C'était déjà au Louvre, c'était avec Ludovic Logier pour les antiquités grecques. Après, on avait fait les arts de l'islam. Très bien marché. Hein. Ouais, c'était au moment du Covid d'ailleurs. C'était à la sortie, vraiment, septembre 2020. Après, on avait fait les arts de l'islam avec Yannick Lins, qui était directrice du département des arts de l'islam, qui maintenant est directrice du musée Guimet. Après, la série Peinture 17e. Et on continue. Et il est curieux de tout. Donc je parlais des sujets, je l'ai même emmené en Bourgogne pour lui montrer des tableaux au fin fond des églises
Alors, c'est des séries qui marchent pas mieux, évidemment, mais au moins elles existent parce que, Ouais, c'est important. certes, il y a le côté instantanéité, chiffre des vidéos, des posts. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, et c'est pour ça que Coupe-Fil existe, au départ, on était étudiants à l'école du Louvre, on voulait commencer à écrire, à publier des choses, alors pas n'importe quoi évidemment, mais en fait, quand on écrit sur quelque chose, après, au moins le post existe, il y a un référencement. Et c'est intéressant ce que vous avez dit sur les conférences. J'ai fait une conférence en février, et mon frère est venu la filmer. Et en fait, on l'a publiée sur YouTube aussi, et maintenant, elle est bien référencée, et en fait, le contenu existe, et quelqu'un qui va s'intéresser au peintre, en l'occurrence Pierre Spicre, peut-être dans 10 ans, il tombera sur la vidéo, et la vidéo, ce sera un bon outil. Donc il y a ça aussi, il y a cet aspect médiation digitale, c'est tout simplement ça. Et alors, encore une fois, au Louvre, c'est des considérations différentes, mais tout ce que je fais à côté, souvent, je pense pas en termes de chiffres quand je fais du contenu. Alors, on sait quand on fait quelque chose sur le tapis de Notre-Dame que ça va marcher, que ça va nous ramener à un public totalement différent. Là où quand on publie une conférence sur un peintre bourguignon du XVe siècle, ça va être plutôt des gens qui s'y intéressent déjà. Mais après, des gens nous envoient des mails parce qu'ils ont été intéressés, ils ont des questions, ça leur rappelle un tableau. Ça sert à plein de choses et encore une fois, peu importe le sujet. Je n'ai pas été décisionnaire dans la création du compte TikTok, donc je ne vais pas dévoiler les offs. Mais pendant longtemps, on ne voulait pas être sur TikTok. C'est à la sortie de l'été que finalement on a décidé de se mettre sur TikTok. Je vais me cantonner juste à l'aspect pratique. C'est que TikTok, c'est un vocabulaire vraiment à part. Autant quand on fait du Instagram, Facebook, Twitter, même si les réseaux sont différents, c'est un vocabulaire quand même un peu commun. TikTok, c'est très différent. Donc il faut avoir beaucoup de temps, se dégager beaucoup de temps pour créer du vrai contenu qui va marcher. Et il y a aussi le côté, alors c'est moins le cas maintenant, mais il y a encore un an par exemple, et encore maintenant on peut le dire, TikTok, il y a un aspect très humoristique, très vidéo très courte, blague. Et il y a des musées qui ont fait des essais de se mettre sur TikTok. Il y en a, comme Versailles, qui ont décidé de ne pas rentrer dans l'humour, de rester dans ce qu'ils font, c'est-à-dire la dorure, la belle image, ça a très bien marché. Et il y en a d'autres qui ont essayé de se dire, bah, on va prendre un vocabulaire TikTok, on va faire des blagues, sauf que ça n'a pas forcément bien marché. Et il y a aussi la réputation du musée, c'est-à-dire que quelle tonalité on trouve sur TikTok, quel ton, et si ça ne marche pas, il ne faut pas qu'on passe pour des idiots non plus, quoi. Donc là, on a commencé à produire les contenus, ça va pas être de la blague, par contre ça va être des contenus plus vraiment de la médiation pure et dure, avec des vidéos un peu waouh aussi des coulisses du musée, du musée fermé, mais aussi des choses avec des notions d'histoire de l'art un peu élémentaires, amenées de manière un peu plus légère, mais vraiment revenir aux bases de l'histoire de l'art, ce qui peut beaucoup intéresser, puisque TikTok a une dynamique assez différente maintenant, ils essayent d'avoir de plus en plus de contenu éducatif. Je pense pour contrebalancer cette image qu'ils ont de plateforme où c'est que de la blague, c'est que des contenus un peu n'importe quoi. Enfin, se perdre sur TikTok, c'est une expérience sociale assez marrante. Mais Instagram est devenu un peu pareil maintenant avec les Reels. Donc, comme ils veulent plus de contenu de médiation éducatif, ça les intéresse vachement d'avoir le Louvre et que nous, on fasse justement un côté un peu plus enseignement, entre très grandes guillemets, de notions d'histoire de l'art. En plus, toujours de choses... de très belles images, quoi. Le musée en lui-même offre beaucoup d'activités et d'événements qui sont adaptés à tout public. Nous, sur les réseaux, on n'a pas énormément de marge de manœuvre non plus. On partage des initiatives, des choses qui se passent au studio, etc. Mais c'est vrai que nos contenus, il n'y a pas, par exemple, à proprement parler de contenu pour les enfants, des choses comme ça. C'est pas notre cible principale. C'est plutôt notre objectif de ramener, nous, tel ou tel public au musée. Les réseaux sociaux d'un musée, les réseaux sociaux du Louvre, c'est aussi, en plus de donner de la belle image aux gens qui ne peuvent pas venir, de ramener des gens vers le musée. Donc ça passe par tout type de public, c'est pour ça qu'on partage beaucoup les initiatives qu'il peut y avoir au studio, il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants, il y a beaucoup de visites pour les personnes handicapées, hein, donc pour les personnes malentendantes notamment. Enfin, ça passe par ça, entre guillemets. Après, là aussi, c'est est-ce que vous avez cet intérêt-là ou pas? Moi, j'ai vraiment un intérêt pour la pédagogie, et y compris à l'attention des enfants. Et donc, du coup, j'ai écrit plusieurs livres pour les enfants. Dès les années où j'étais au château de Versailles, voilà, il y avait une collection qui s'appelle Comment parler d'eux aux enfants. Et donc, j'ai fait le château de Versailles dans cette collection. À l'époque, c'était les éditions du Baron Percher. Et puis, j'ai fait d'autres livres à destination des enfants. Aussi un petit guide de visite au Louvre, le Louvre en 1h30 chrono. C'est aussi un peu un enjeu parce qu'on peut se dire
nous autres conservateurs, historiens d'art, il y a tellement de choses à dire et le musée est tellement riche que, par exemple, proposer une visite en 1h30, c'est typiquement ce qu'on n'aime pas, mais il faut bien le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des familles, vous avez une famille, venez avec des enfants, au bout d'1h30, c'est déjà beaucoup, ou des touristes aussi, il faut en tenir compte de ces publics-là, qui viennent, qui n'ont pas tant de temps, qui vont passer que quelques jours à Paris, qui n'ont que 1h30 à consacrer au Louvre, et donc voilà, vous ne pouvez pas non plus les laisser complètement tomber. Donc moi en tout cas, ces sujets vraiment m'intéressent, et donc je fais l'effort. Alors évidemment, après il faut avoir la compétence, ce qui n'est pas forcément le cas, et donc c'est vraiment un dialogue avec les services éducatifs, services édition aussi, avec les maisons d'édition qui sont spécialisées dans ce type d'ouvrage, pour adapter sa manière d'écrire et la manière de construire l'ouvrage à ces publics, soit un public très très large comme un guide comme le Louvre en 1h30 chrono. Et par exemple, pour parler de cet ouvrage-là, c'était vraiment un dialogue avec le service édition. Moi, je me souviens, c'était Violaine Bouvel-en-Seine qui avait eu l'idée du principe d'essayer de prendre un visiteur par la main et lui dire bon, comme on n'a qu'1h30, évidemment, on ne peut voir qu'une petite partie du Louvre, mais on va faire un parcours. On va vous dire de quelle œuvre aller à quelle autre et par quel chemin. Donc vraiment, voilà, le guide, c'est, on explique une œuvre, on s'arrête devant une œuvre, parce qu'il faut quand même s'arrêter pour regarder, vous prendre le temps du regard, mais après, moi je vais vous dire, il faut prendre le petit escalier à droite, monter à gauche, on va rater plein de choses évidemment sur le chemin, mais on va s'arrêter devant cette deuxième œuvre, la troisième, et pour tenir 1h30, vous avez une trentaine d'œuvres, au maximum, une quarantaine si vous voulez vraiment avoir le temps de les regarder. Et voilà, moi quand Violaine, qui donc a co-créé véritablement cet ouvrage, j'étais ravi de discuter, donc ça a été vraiment des échanges, comme lorsque vous faites une exposition, vous dialoguez avec vos co-commissaires dans une logique beaucoup plus scientifique. Là, c'était vraiment un dialogue pour construire ce petit livre, pour qu'il soit utile aux familles, à toutes les personnes qui n'ont pas tellement le temps, qui n'ont pas plus d'1h30 pour être au Louvre. Et pour les enfants, c'est encore plus difficile, mais je trouve que c'est passionnant. Voilà. Nous, ça nous oblige à essayer de laisser tomber un peu notre jargon d'historien d'art, parce qu'on adore ça quand même. Et là, il faut le laisser tomber, il faut utiliser que des mots simples, il faut accepter la critique lorsque les éditeurs vous disent non, là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ces mots, on ne comprend pas cette expression, ben voilà, il faut être capable de se dire, mais voilà, ben, faut que je le formule plus simplement. Et c'est pas inutile. Après, moi, dans mon travail d'enseignement, notamment à l'école du Louvre, ça m'a été aussi très utile. Et sur les réseaux sociaux aussi, d'une certaine manière, je sais que voilà, si je commence à écrire comme pour un colloque ou une publication, un catalogue raisonné, bah, ça ne marchera pas, quoi. C'est-à-dire, les gens ne vont pas accrocher, ne vont pas comprendre. Donc, c'est aussi une manière c'est voilà, de la pédagogie et on apprend peu à peu et grâce à ces moyens-là. Nous, justement, on va beaucoup plus s'adapter, c'est ce qu'on disait en fonction des plateformes, notamment sur Facebook, là où on essaie de faire du compte, vraiment quelque chose d'aide à la visite. Parce que je pense à votre guide du Louvre en 1h30. 1h30, c'est extrêmement peu en fait pour venir au Louvre, notamment quand c'est la première fois qu'on vient au musée. Le Louvre a en plus cet aspect très grande machine, on arrive, il y a plein de monde, on est sur la pyramide un peu haut de gare. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que nous, notre adaptation, elle va plutôt être justement sur certaines plateformes pour aider les visiteurs quand ils arrivent au Louvre. C'est vraiment cette idée d'aide à la visite, ce mot-là. Parce que c'est ultra important. Ouais. Et même nous, en travaillant au Louvre, moi, ça m'arrive d'aller dans le musée en jour d'ouverture, on se rend compte, même si on y allait des centaines et des centaines de fois, c'est super dur quand on n'est jamais venu et qu'on ne connaît pas le musée. Enfin, et c'est difficile pour nous, pour qui c'est tellement évident. Vous voyez, les œuvres, on les connaît, on les aime par cœur, de se dire, mais imaginez de se mettre à la place d'une personne qui découvre ça, qui ne connaît pas du tout, qui est perdue dans le musée, qui est impressionnée par le musée. C'est un musée extrêmement intimidant, le Louvre. Vous voyez le poids de l'histoire, les siècles, les lieux majestueux, sublimes, les chefs-d'œuvre absolus, la Joconde, mais tous les autres. Et donc, du coup, c'est difficile pour nous de se mettre à la place et se dire mais cette personne-là, il ne faut pas qu'elle soit déçue, il ne faut pas qu'elle se dise j'ai raté, je n'ai pas réussi à avoir ce contact, à avoir cette émotion, ce lien avec les œuvres. Et ça, c'est vrai que c'est un défi pour nous autres conservateurs et pour tout le service communication, service pédagogique. Enfin, le Louvre, c'est d'une manière générale, je dirais, pour le Louvre en tant qu'institution, en tant que musée, c'est quand même son rôle, quoi. Pour le coup, c'est difficile de dire le contraire. Et c'est vraiment pas facile. Le musée c'est pas un bâtiment moderne, c'est un ancien palais où il y a des espaces très très différents. Juste pour s'orienter déjà dans le musée, c'est très compliqué. Nous, quand on arrive dans le musée, on sait comment accéder à telle salle facilement sans forcément passer dans les endroits où il peut y avoir beaucoup de monde.
Mais c'est vrai que c'est pas un bâtiment sorti de terre il y a 20 ans, qui est juste un rectangle où on sait comment circuler. Le Louvre, c'est immense, c'est composite en termes d'époque, même si la muséo des années 90 a essayé d'aplanir le tout, on reste quand même dans un espace qui peut être compliqué à appréhender, et je pense que même après 3-4 visites, ça reste compliqué à appréhender. Ouais, il faut préciser que le Louvre, il y a la collection qui est unique. Le Louvre, c'est le plus grand musée du monde. C'est vrai que c'est aussi une fierté quand même pour nous tous qui travaillons au Louvre. On est extraordinairement fiers chaque matin quand on vient au travail. Vous imaginez, il faut le rappeler, vous êtes au cœur de Paris, dans cette beauté. Vous traversez le jardin des Tuileries, vous arrivez, c'est une beauté. Et il y a la beauté de la collection. Parmi les plus beaux chefs-d'œuvre, le Louvre rassemble une collection absolument unique au monde. Mais il y a aussi le musée, donc il y a la collection et les lieux sont chargés d'histoire. Le Palais des Rois de France qui a été transformé, qui a évolué, qui s'est construit petit à petit. Et donc il y a ces deux aspects à prendre en compte. Le Louvre n'est pas l'écrin d'une collection, c'est la collection et le lieu et le palais. Il faut arriver à bien comprendre que ces deux aspects sont très importants et parfois aussi importants l'un que l'autre. Je n'ai pas été décisionnaire dans la création du compte TikTok, donc je ne vais pas dévoiler les offs. Mais pendant longtemps, on ne voulait pas être sur TikTok. C'est à la sortie de l'été que finalement on a décidé de se mettre sur TikTok. Je vais me cantonner juste à l'aspect pratique. C'est que TikTok, c'est un vocabulaire vraiment à part. Autant quand on fait du Instagram, Facebook, Twitter, même si les réseaux sont différents, c'est un vocabulaire quand même un peu commun. TikTok, c'est très 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 différent. Donc il faut avoir beaucoup de temps, se dégager beaucoup de temps pour créer du vrai contenu qui va marcher. Et il y a aussi le côté, alors c'est moins le cas maintenant, mais il y a encore un an par exemple, et encore maintenant on peut le dire, TikTok, il y a un aspect très humoristique, très vidéo très courte, blague. Et il y a des musées qui ont fait des essais de se mettre sur TikTok. Il y en a, comme Versailles, qui ont décidé de ne pas rentrer dans l'humour, de rester dans ce qu'ils font, c'est-à-dire la dorure, la belle image, ça a très bien marché. Et il y en a d'autres qui ont essayé de se dire, on va prendre un vocabulaire TikTok, on va faire des blagues, parce que ça n'a pas forcément bien marché. Et il y a aussi la réputation du musée, c'est-à-dire que quelle tonalité on trouve sur TikTok, quel ton, et si ça ne marche pas, il ne faut pas qu'on passe pour des idiots non plus, quoi. Donc là, on a commencé à produire les contenus, ça va pas être de la blague, par contre ça va être des contenus plus vraiment de la médiation pure et dure, avec des vidéos un peu waouh aussi des coulisses du musée, du musée fermé, mais aussi des choses avec des notions d'histoire de l'art un peu élémentaires, amenées de manière un peu plus légère, mais vraiment revenir aux bases de l'histoire de l'art, ce qui peut beaucoup intéresser puisque TikTok a une dynamique assez différente maintenant, ils essayent d'avoir de plus en plus de contenu éducatif. Je pense pour contrebalancer cette image qu'ils ont de plateforme où c'est que de la blague, c'est que des contenus un peu n'importe quoi. Enfin, se perdre sur TikTok, c'est une expérience sociale assez marrante. Mais Instagram est devenu un peu pareil maintenant avec les Reels. Donc, comme ils veulent plus de contenu de médiation éducatif, ça les intéresse vachement d'avoir le Louvre et que nous, on fasse justement un côté un peu plus enseignement, entre très grandes guillemets, de notions d'histoire de l'art. En plus, toujours de choses... de très belles images, quoi. Le musée en lui-même offre beaucoup d'activités et d'événements qui sont adaptés à tout public. Nous, sur les réseaux, on n'a pas énormément de marge de manœuvre non plus. On partage des initiatives, des choses qui se passent au studio, etc. Mais c'est vrai que nos contenus, il n'y a pas, par exemple, à proprement parler de contenu pour les enfants, des choses comme ça. C'est pas notre cible principale. C'est plutôt notre objectif de ramener tel ou tel public au musée. Les réseaux sociaux d'un musée, les réseaux sociaux du Louvre, c'est aussi, en plus de donner de la belle image aux gens qui ne peuvent pas venir, de ramener des gens vers le musée. Donc ça passe par tout type de public, c'est pour ça qu'on partage beaucoup les initiatives qu'il peut y avoir au studio, il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants, il y a beaucoup de visites pour les personnes handicapées, hein, donc pour les personnes malentendantes notamment. Enfin, ça passe par ça, entre guillemets. Après, là aussi, est-ce que vous avez cet intérêt-là ou pas? Moi, j'ai vraiment un intérêt pour la pédagogie, et y compris à l'attention des enfants. Et donc, du coup, j'ai écrit plusieurs livres pour les enfants. Dès les années où j'étais au château de Versailles, voilà, il y avait une collection qui s'appelle « Comment parler d'eux aux enfants ». Et donc, j'ai fait le château de Versailles dans cette collection. À l'époque, c'était les éditions du Baron Percher. Et puis, j'ai fait d'autres livres à destination des enfants. Aussi un petit guide de visite au Louvre, le Louvre en 1h30 chrono. C'est aussi un peu un enjeu parce qu'on peut se dire, nous autres conservateurs, historiens d'art, il y a tellement de choses à dire et le musée est tellement riche que
Par exemple, proposer une visite en 1h30, c'est typiquement ce qu'on n'aime pas, mais il faut bien le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des familles, vous avez une famille, vous venez avec des enfants, au bout d'1h30, c'est déjà beaucoup, ou des touristes aussi, il faut en tenir compte de ces publics-là, qui viennent, qui n'ont pas tant de temps, qui vont passer que quelques jours à Paris, qui n'ont que 1h30 à consacrer au Louvre, et donc voilà, vous ne pouvez pas non plus les laisser complètement tomber. Donc moi en tout cas, ces sujets vraiment m'intéressent, et donc je fais l'effort. Alors évidemment, après il faut avoir la compétence, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc c'est vraiment un dialogue avec les services éducatifs, services édition aussi, avec les maisons d'édition qui sont spécialisées dans ce type d'ouvrage, pour adapter sa manière d'écrire et la manière de construire l'ouvrage à ces publics, soit un public très très large comme un guide comme le Louvre en 1h30 chrono. Et par exemple, pour parler de cet ouvrage-là, c'était vraiment un dialogue avec le service édition. Moi, je me souviens, c'était Violaine Bouvel-en-Seine qui avait eu l'idée du principe d'essayer de prendre un visiteur par la main et de lui dire bon, comme on n'a qu'1h30, évidemment, on ne peut voir qu'une petite partie du Louvre, mais on va faire un parcours. On va vous dire de quelle œuvre aller à quelle autre et par quel chemin. Donc vraiment, voilà, le guide, c'est, on explique une œuvre, on s'arrête devant une œuvre, parce qu'il faut quand même s'arrêter pour regarder, vous prendre le temps du regard, mais après, moi je vais vous dire, il faut prendre le petit escalier à droite, monter à gauche, on va rater plein de choses évidemment sur le chemin, mais on va s'arrêter devant cette deuxième œuvre, la troisième, et pour tenir 1h30, vous avez une trentaine d'œuvres au maximum, quarantaine si vous voulez vraiment avoir le temps de les regarder. Et voilà, moi quand Violaine, qui donc a co-créé véritablement cet ouvrage, j'étais ravi de discuter, donc ça a été vraiment des échanges, comme lorsque vous faites une exposition, vous dialoguez avec vos co-commissaires dans une logique beaucoup plus scientifique. Là, c'était vraiment un dialogue pour construire ce petit livre, pour qu'il soit utile aux familles, à toutes les personnes qui n'ont pas tellement le temps, qui n'ont pas plus d'1h30 pour être au Louvre. Et pour les enfants, c'est encore plus difficile, mais je trouve que c'est passionnant. Voilà, nous, ça nous oblige à essayer de laisser tomber un peu notre jargon d'historien d'art, parce qu'on adore ça quand même. Et là, il faut le laisser tomber, il faut utiliser que des mots simples, il faut accepter la critique lorsque les éditeurs vous disent non, là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ces mots, on ne comprend pas cette expression, ben voilà, il faut être capable de se dire, mais voilà, ben, faut que je le formule plus simplement. Et c'est pas inutile. Après, moi, dans mon travail d'enseignement, notamment à l'école du Louvre, ça m'a été aussi très utile. Et sur les réseaux sociaux aussi, d'une certaine manière, je sais que voilà, si je commence à écrire comme pour un colloque ou une publication, un catalogue raisonné, bah, ça ne marchera pas, quoi. C'est-à-dire, les gens ne vont pas accrocher, ne vont pas comprendre. Donc, c'est aussi une manière c'est voilà, la pédagogie, et on apprend peu à peu, et grâce à ces moyens-là. Nous, justement, on va beaucoup plus s'adapter, c'est ce qu'on disait en fonction des plateformes, et notamment sur Facebook, là où on essaie de faire du compte, vraiment quelque chose d'aide à la visite. Parce que je pense à votre guide du Louvre en 1h30. 1h30, c'est extrêmement peu en fait pour venir au Louvre, notamment quand c'est la première fois qu'on vient au musée. Le Louvre a en plus cet aspect très grande machine, on arrive, il y a plein de monde, on est sous la pyramide, un peu au de gare. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que nous, notre adaptation, elle va plutôt être justement sur certaines plateformes pour aider les visiteurs quand ils arrivent au Louvre. C'est vraiment cette idée d'aide à la visite, ce mot-là. Parce que c'est ultra important. Ouais. Et même nous, en travaillant au Louvre, moi, ça m'arrive d'aller dans le musée en jour d'ouverture, on se rend compte, même si on y allait des centaines et des centaines de fois, que c'est super dur quand on n'est jamais venu et qu'on ne connaît pas le musée. Enfin, et c'est difficile pour nous, pour qui c'est tellement évident. Vous voyez, les œuvres, on les connaît, on les aime par cœur, de se dire, mais imaginez de se mettre à la place d'une personne qui découvre ça, qui ne connaît pas du tout, qui est perdue dans le musée, qui est impressionnée par le musée. C'est un musée extrêmement intimidant, le Louvre, vous voyez, le poids de l'histoire, les siècles, les lieux majestueux, sublimes, les chefs-d'œuvre absolus, la Joconde, mais tous les autres. Et donc, du coup, c'est difficile pour nous de se mettre à la place et se dire mais cette personne-là, il ne faut pas qu'elle soit déçue, il ne faut pas qu'elle se dise j'ai raté, je n'ai pas réussi à avoir ce contact, à avoir cette émotion, ce lien avec les œuvres. Et ça, c'est vrai que c'est un défi pour nous autres conservateurs et pour tout le service communication, service pédagogique. Enfin, le Louvre, c'est d'une manière générale, je dirais, pour le Louvre en tant qu'institution, en tant que musée, c'est quand même son rôle, quoi. Pour le coup, c'est difficile de dire le contraire. Et c'est vraiment pas facile. Le musée c'est pas un bâtiment moderne, c'est un ancien palais où il y a des espaces très très différents. Juste pour s'orienter déjà dans le musée, c'est très compliqué. Nous, quand on arrive dans le musée, on sait comment accéder à telle salle facilement sans forcément passer dans les endroits où il peut y avoir beaucoup de monde.
Mais c'est vrai que c'est pas un bâtiment sorti de terre il y a 20 ans, qui est juste un rectangle où on sait comment circuler. Le Louvre, c'est immense, c'est composite en termes d'époque, même si la muséo des années 90 a essayé d'aplanir le tout, on reste quand même dans un espace qui peut être compliqué à appréhender, et je pense que même après 3-4 visites, ça reste compliqué à appréhender. Ouais, il faut préciser que le Louvre, il y a la collection qui est unique. Le Louvre, c'est le plus grand musée du monde. C'est vrai que c'est aussi une fierté quand même pour nous tous qui travaillons au Louvre. On est extraordinairement fiers chaque matin quand on vient au travail. Vous imaginez, il faut le rappeler, vous êtes au cœur de Paris, dans cette beauté. Vous traversez le jardin des Tuileries, vous arrivez, c'est une beauté. Et il y a la beauté de la collection. Parmi les plus beaux chefs-d'œuvre, le Louvre rassemble une collection absolument unique au monde. Mais il y a aussi le musée, donc il y a la collection et les lieux sont chargés d'histoire. Le Palais des Rois de France qui a été transformé, qui a évolué, qui s'est construit petit à petit. Et donc il y a ces deux aspects à prendre en compte. Le Louvre n'est pas l'écrin d'une collection, c'est la collection et le lieu et le palais. Il faut arriver à bien comprendre que ces deux aspects sont très importants et parfois aussi importants l'un que l'autre. Alors, moi, j'étais pas encore au musée au moment de la pandémie, mais je suis arrivé au musée en 2022. Euh, mais j'avais fait un stage avant la pandémie dans le service com numérique. Alors, ce qui est assez intéressant déjà, c'est comment les réseaux étaient considérés avant la pandémie et après d'un point de vue musée. Moi, je me souviens en 2019, on travaillait beaucoup moins facilement avec tous les services. Les réseaux étaient moins bien considérés, je trouve, dans les musées. Et après la pandémie, ça a été tout de suite, tout le monde se met sur les réseaux, on fait plein de contenus, on fait plein de choses. Euh, Nous, au Louvre, pour comparer avant-après, ça n'a pas forcément changé des masses, ça nous a permis de travailler plus facilement avec beaucoup de personnes, parce que justement les réseaux étaient mieux considérés. C'est pas la pandémie qui a amené les nouveaux contenus qu'on peut faire, c'est plutôt selon nos inspirations, ce qu'on avait envie de faire, etc. Alors pendant la pandémie, il y avait eu des contenus un peu, entre guillemets, nouveaux qui étaient faits où les conservateurs se filmaient chez eux. Je crois que vous l'aviez fait aussi, non? Oui, oui, oui. Voilà, pour raconter ce qu'ils faisaient pendant leur confinement, etc. Mais après la pandémie, c'était revenu à un rythme de croisière assez normal et une évolution logique des contenus. Donc moi, j'ai pas senti, mais encore une fois, j'y étais pas. Donc j'étais pas dans les réunions à la sortie du Covid. Mais j'ai pas vu un changement majeur, énormissime de la ligne. Et même pour beaucoup de musées, en fait. Je suis pas sûr que... Après, moi, sur la longue durée, on va dire, sur les 20, parce que je suis évidemment beaucoup plus âgé, donc j'ai plus de recul que Nicolas sur les musées, la communication et les nouveaux moyens de communication. Il y a effectivement, c'est un bouleversement. Pour vous dire, quand je suis arrivé à Versailles il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait même pas des choses presque évidentes comme la gestion informatique des collections, quoi. Enfin, donc il y a vraiment une révolution d'abord informatique et ensuite une révolution Internet, hein. Et ça, c'est sur une période très courte, parce que quand même 20 ans, 20-25 ans, sur 20-25 ans, c'est quand on y repense, c'est une explosion, hein. Et quant au Covid, moi j'ai quand même senti aussi une rupture, hein, parce que déjà à titre personnel, moi j'étais avant le Covid, je crois que je devais être juste sur Twitter parce que ça m'amusait de faire un tweet bête de temps en temps. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte du pouvoir des réseaux sociaux pour toucher les gens et pour transmettre quand même un contenu qui peut être plus riche, plus élaboré, plus pertinent. Donc du coup, je me suis mis davantage et j'ai regardé d'autres réseaux comme YouTube, puisque effectivement le Louvre nous avait incité à faire des vidéos YouTube pour que le Louvre reste présent et que les conservateurs puissent continuer d'avoir un contact alors qu'ils ne sont plus présents, et ni le public ni les conservateurs in situ. Donc oui, ça a été un moment charnière, mais je dirais que c'est sur 20 ans qu'il y a eu vraiment enfin, lorsqu'on est très jeune, on ne se rend pas compte de ça, mais pour, je pense, notre génération, c'est très spectaculaire, hein, ce bouleversement de la manière de travailler dans les musées. Et il y a encore énormément de progrès à faire, hein, parce que ça a énormément évolué, mais ça évolue très vite. Voilà, et ça évolue encore très vite. Je pense que les confinements, le Covid, ont amené une systématisation de la communication sur les réseaux sociaux. Mais ce qui était déjà quand même un peu le cas avant. Mais ça amplifie encore le phénomène et ça s'accélère. Mais je trouve que c'est un fil logique. Ça a un chouïa accéléré le mouvement logique
de la com sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus cadré et systématisé sur tous les événements, sur tout ce qui se passe au musée. Les réseaux sociaux doivent être impliqués, et ce qui en soit normal. C'est primordial. Et si vous regardez d'ailleurs les musées, c'est très inégal, très différent. C'est très intéressant d'ailleurs de comparer. Et là, moi, ce que je trouve triste, c'est que souvent dans ce genre de domaine, on est toujours un peu à la traîne en France. Je veux dire, par exemple, si vous regardez les musées anglo-saxons sur les réseaux, sur Internet, sur ce qu'ils mettent à disposition Internet, par exemple sur Internet, c'est aussi une forme de communication. Le Met, Metropolitan, met à disposition des catalogues d'exposition que vous téléchargez, vous cliquez, vous téléchargez le catalogue. Voilà, nous, on est très loin de ça encore. Les images en Ultra HD. Les images en Ultra HD, typiquement, on y vient maintenant au Louvre et encore, mais ça a commencé bien avant, chez les anglo-saxons notamment. Donc du coup, on était un petit peu à la traîne, il faut le dire, donc ce serait bien désormais qu'on arrive à aussi proposer des choses nouvelles, et c'est en tout cas un enjeu pour les musées, clairement. Encore une fois, si vous comparez ne serait-ce que les musées en France, très très différent. Moi, par exemple, à titre personnel, moi je me souviens quand j'ai commencé ma carrière au musée de Poitiers, il y a encore plus très très longtemps, et le musée de Poitiers à ce moment-là n'avait même pas de site internet. Il y avait rien il y avait absolument rien. Et donc je me suis dit, tiens, moi j'ai une formation scientifique, donc je vais programmer un site internet. C'est pas très difficile en fait de programmer un site internet. C'est même assez simple, faut juste l'héberger et la mairie a accepté de jouer le jeu, ça coûte vraiment pas cher. Et donc j'ai créé le site internet des musées de Poitiers, vous voyez, donc il existe. Donc après on est très fiers, il a évolué, il a été repris après mon départ, mais imaginez que voilà, il y a, je sais pas, à 25 ans, il n'y avait même pas de site internet pour des musées quand même importants. Le musée de Poitiers sera un très beau musée, une très belle collection médiévale, préhistoire et plaquettes de la Marche, 19e, 20e, il y a des choses très intéressantes. C'est un peu choquant, quoi. Et encore aujourd'hui, la situation à différents musées est très variable, hein. Souvent, ils sont hébergés, les musées, notamment de région, sont hébergés sur les sites des mairies et tout, mais vous voyez, c'est un enjeu pour un musée d'avoir son propre site, sa communication, de mieux être accessible, de proposer davantage d'informations, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire dans ce domaine. Et puis il faut des gens après pour nourrir les sites, pour nourrir les réseaux sociaux. Il faut du personnel. C'est beaucoup de travail. C'est presque évident pour le Louvre où il y a les moyens, où il y a la renommée. Évidemment, il y a le travail est essentiel, ce qu'expliquait Nicolas, mais c'est presque encore plus important pour un musée de région qui a besoin de se faire connaître, qui a très peu de moyens. Là, pour le coup, la facilité notamment des réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait que mettre une vidéo YouTube, c'est pas très compliqué, ça ne demande pas non plus des moyens énormes. Il faut exploiter cela, il faut en profiter, je dirais, pour être présent quand même et proposer des choses, parce que chaque musée est fascinant et singulier en soi et a des choses à faire passer et le besoin de se faire connaître. Donc, à mon avis, le défi aujourd'hui, il est aussi beaucoup dans les musées de région. Et un dernier point sur le Covid, le confinement, etc. Je pense que ça a amené un élément dans le monde de la culture, parce que dans d'autres milieux c'était déjà le cas, mais c'est que dans le monde de la culture, on s'est mis à se dire, ok, community manager, c'est un vrai métier. Ouais. C'est un vrai métier. Il faut des gens qui sont à plein temps, ils savent ce qu'ils font, parce qu'on ne peut pas non plus s'improviser community manager, faire de l'image et des réseaux comme ça. Ça, c'est vrai, ça j'ai vraiment senti, parce qu'avant c'était vous faites joujou dans votre coin avec vos réseaux sociaux. Après, comme ils ont tous vu que forcément quand on est bloqué chez soi, on ne peut pas aller dans les musées, comment on fait passer l'information? Les réseaux, c'était facile, c'était gratuit. Et ça, nous, on le ressent aussi en tant que, pour le coup, amateur dans le domaine de la communication. C'est pas notre métier de base. Mais moi, je trouve, j'en discutais avec Nicolas tout à l'heure, qu'il y a vraiment une sorte de complémentarité à trouver, une complémentarité et une harmonie entre ces deux formes de communication qui sont la communication institutionnelle et professionnelle, comme Nicolas vient de le dire, ça s'est professionnalisé. Donc, qui dit professionnalisé, ça veut dire qu'il y a vraiment un savoir-faire, des gens qui savent de quoi ils parlent, qui savent comment travailler, et c'est très important pour les musées, parce que les musées, ça dans les très grandes sociétés, ils le savent depuis des années, mais dans les musées c'est beaucoup plus récent. Et puis la communication, mais qui est aussi très importante, et qui est beaucoup plus d'amateurs, mais néanmoins de gens qui connaissent. Encore, nous avons une expertise sur nos collections, donc on a quand même, lorsqu'on publie une vidéo ou un message, ça a quand même une valeur, un contenu qui est lié à notre compétence. Et donc, mais il sera moins professionnel au plan
au sens de la communication. Et je trouve que ça se complète assez bien. C'est-à-dire que c'est un enjeu que ça se complète assez bien. Je pense que les deux sont nécessaires. La communication officielle, institutionnelle, professionnelle, qui est bien ciblée, qui est pertinente, qui est efficace, mais aussi une forme de communication plus directe, un peu différente, plus personnelle, parce que il me semble que c'est mieux d'avoir les deux, et si les deux sont en harmonie, c'est l'idéal. Bonne question. Comment elle se distingue déjà parce que c'est le Louvre. Non, en termes de collection et d'espace. Le Louvre, c'est pas le Métropolitain, c'est pas la National Gallery, l'histoire, enfin l'identité n'est pas la même. Hein, c'est sûr. Tout à fait. En termes de collection, en termes de... Après, c'est clair que, et ça fait partie de notre métier aussi, il faut regarder ce que font les autres et s'en inspirer. Encore une fois, on parlait de l'étranger, nous on regarde beaucoup ce qu'ils font aux Pays-Bas. Notamment le Rijksmuseum d'Amsterdam, ils font des choses vraiment super d'un point de vue réseaux sociaux, en termes d'image, en termes de contenu de médiation, c'est vraiment super. Et c'est garder un œil en permanence sur ce que font les autres, s'en inspirer, le remettre à notre sauce. Et après, je parlais des formats, il n'y a pas toujours besoin de réinventer la poudre dans les formats. On peut en impliquer certains, on les modifie un petit peu, on les met à notre sauce. Mais ce qui va compter derrière, c'est ce qu'on va faire passer comme information, de quelle œuvre on va parler, et des œuvres qui sont qu'au musée, évidemment. Les plus grands chefs-d'œuvre du monde, c'est dans le plus beau musée du monde. Moi, pour réagir sur ce que dit Nicolas, moi je trouve que ce qu'il dit sur le Rijksmuseum, par exemple, est très intéressant parce que il y a aussi la nécessité d'établir des liens entre musées. Parce que c'est un réseau de musées. Ça existe à notre niveau. Nous, conservateurs, on connaît les collègues dans la galerie, etc. Dans notre domaine, moi, je ne connais pas tous les conservateurs du monde, mais je connais les conservateurs dans le domaine de la peinture française du XVIIe siècle. Donc il y a un réseau, on travaille entre nous quand on crée une exposition, on appelle le collègue, est-ce que tel prêt est possible, donc il y a ce réseau-là qui existe, mais au niveau de la communication, ça doit exister aussi. Et c'est pas vraiment le cas pour l'instant, c'est-à-dire des musées qui communiquent conjointement, qui échangent, qui dialoguent, etc. Moi, je le vois pas tellement. Et même d'ailleurs dans le domaine, ça a été très récent et très nouveau, des acquisitions. Les musées américains le faisaient déjà, les musées anglo-saxons, de nouveau un peu en avance. Et nous, c'est la première fois, vous savez, avec l'achat des deux portraits de Rembrandt, c'est Pousselmans, que on a fait un achat commun avec un musée étranger, donc le Rijksmuseum en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui appartiennent en commun au Louvre, en France, et au Rijksmuseum en Hollande. Donc, ça a des conséquences de rapprocher les deux musées, de les faire travailler ensemble et d'avoir aussi une communication commune sur ces deux tableaux. Sachant que l'idée est que les tableaux passent un certain temps à Amsterdam, un certain temps à Paris, etc. Ça a des conséquences en matière de communication parce que chaque fois que le tableau revient au Louvre, c'est un événement. Et c'est aussi des événements conjoints, puisque le tableau nous appartient à tous les deux. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles problématiques, je trouve, et qui sont, moi, je ne les vois pas tellement encore aujourd'hui dans le domaine de la communication, c'est-à-dire d'arriver à faire une communication. C'est très dur de communiquer à deux, à plusieurs, et je trouve ça particulièrement intéressant, alors peut-être dans le futur. Justement, dans le cas des Rembrandt, quand ils sont revenus, on a travaillé directement avec eux, on a fait des contenus ensemble, on a publié... Donc voilà sans doute l'avenir, à mon avis. Ah oui, non, mais c'est très important. Il y a encore plein de choses à faire justement dans les relations entre les équipes CM de musée. Donc non, on a des échanges avec eux, on avait des échanges avec le Met aussi, parce qu'avant que j'arrive, ils avaient fait des choses ensemble, notamment le CM du Met avait pris le contrôle du compte du Louvre Insta et inversement. Donc c'était des petites choses comme ça. Et je pense que c'est important, notamment dans les très gros musées comme ça, d'avoir une vraie collaboration et d'échanger, et à minima en fait de connaître les gens qui font les contenus. Parce que c'est toujours bien, que ce soit en histoire de l'art, que ce soit en com, dans tout, d'échanger avec les gens qui font le même métier que vous, parce que ça peut toujours être enrichissant. Pas forcément, on va peut-être en faire un ou deux, mais des musées à Paris, parce que dans l'exposition Figures du Fou, il y a beaucoup d'œuvres qui sont prêtées, comme dans toutes les expos temporaires, et il y a des œuvres qui viennent de Carnavalet, notamment, il y a un tableau qui est un peu leur chef-d'œuvre entre guillemets du XVIe siècle, une vue une scène de genre, mais où on voit Notre-Dame en fond. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Pour l'instant, les expositions sont toujours des bons moments pour échanger avec les musées qui prêtent et de faire des choses ensemble. Voilà. Là-dessus, moi par exemple, la dernière exposition que j'ai organisée, c'est une exposition qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Lyon,
Donc moi, en tant que conservateur du Louvre, j'ai travaillé finalement pour Lyon, mais avec évidemment un lien fort, puisqu'il y avait des prêts majeurs du Louvre, donc c'est aussi la collection du Louvre qui était mise en valeur à Lyon. Un artiste, donc c'était Nicolas Poussin, dont le musée c'est le Louvre, le musée Poussin c'est évidemment le Louvre. On a 40 Poussins, 40 originaux, mais là évidemment se posait la question de comment communiquer entre Lyon et le Louvre. Donc voilà, c'est typiquement, donc ça c'est un projet qui est passé, tout récent, l'année dernière ou l'année d'avant, mais on est amené, dès qu'on collabore, et la collaboration est fréquente dans tous les projets, notamment d'exposition, mais pas que, la communication doit aussi être commune. C'est ça. Et le Louvre en plus a cette singularité, c'est-à-dire que la marque Louvre, il y a 3 musées. Il y a le Louvre ici, il y a le Louvre Lens et il y a le Louvre à Abu Dhabi. Et c'est des équipes totalement différentes. Mais ça reste quand même, on est obligé de travailler ensemble et de communiquer ensemble quand des œuvres sont prêtées à tel endroit ou quand des œuvres viennent. Il va bientôt y avoir le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci qui va revenir. Donc ça va être l'occasion de rééchanger avec le Louvre Abu Dhabi, de faire des contenus communs. Quand il était parti, on avait déjà fait des choses ensemble, où on monte des vidéos ensemble. Enfin, oui, c'est important. Et le Louvre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de musées où le musée a des antennes un peu partout. Ah, c'est vrai, ça pose la question effectivement de la communication commune de ces entités. Le Louvre, évidemment, la maison mère, mais le Louvre-Lens qui a désormais vraiment une histoire, une singularité, et qui a des liens évidemment ultra forts avec le Louvre. Et puis le Louvre Abu Dhabi qui a quand même plus loin, donc les liens sont peut-être pas aussi puissants, immédiats, mais quand même qui a tenu à s'appeler le Louvre. Donc il y a un nouveau Louvre qui est très très loin de nous, et donc c'est évidemment très important. Et donc se pose aussi évidemment la question de la communication. Puis avec des équipes propres qui sont différentes, des manières de faire qui sont différentes. Donc c'est important aussi pour nous d'échanger avec eux constamment. Mais ces musées font rayonner le Louvre dans le Nord et voilà, au Moyen-Orient. Oui, et puis notamment dans le Nord, ça a quand même bien revitalisé Lens, qui était une zone un peu ça a du sens. En difficulté. Ça a totalement du sens, ouais. Je ne sais pas si vous y êtes allé au Louvre-Lens, mais il faut y aller. Et là, ils vont faire un roulement dans les œuvres en plus exposées, donc ce sera l'occasion de découvrir des nouvelles choses. Et les expos du Louvre-Lens, en général, sont très, très bien faites. C'est aussi, pour en dire un mot, parce que moi j'ai organisé 2 expositions au Louvre-Lens, une sur Charles Lebrun, une autre sur les frères Lenain, et finalement vous découvrez une équipe, comme dit Nicolas, qui est différente, mais qui est très jeune, parce que c'est un musée jeune, donc ils ont recruté des jeunes, donc du coup vous avez un dynamisme, un enthousiasme, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enthousiasme au Louvre, évidemment, mais là, vraiment, vous êtes vraiment avec une vitalité qui fait du bien, fait plaisir, avec des conditions assez idéales, puisque le musée étant neuf, tout est conçu pour que la présentation des œuvres soit la plus facile, la plus évidente, que les expositions se passent le mieux possible. Et donc, c'était vraiment un plaisir. Moi, ces 2 expériences au Louvre-Lens m'ont permis de comprendre que le Louvre avait tout à gagner à l'existence du Louvre-Lens, et dans cette région, moi, du coup, j'ai été amené à mieux connaître, c'est capital, c'est vraiment faire rayonner la culture grâce aux moyens du Louvre, et dans cette logique pédagogique qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de très important. Ça permet de faire venir au musée des gens qui, vous voyez, à Lens, n'avaient pas du tout, parce qu'ils n'avaient pas de grand musée à côté, l'habitude, l'envie ou d'entrer dans un musée, d'être confronté à des chefs-d'œuvre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis la région a ses singularités. Par exemple, une des 2 expositions que j'ai organisées au Louvre-Lens, c'est les frères Lenain qui sont originaires de Laon. Laon n'est pas très loin de Lens, donc on a établi des liens avec Laon. Moi, je suis allé faire des conférences là-bas. Donc, vous voyez, tout ça prend sens, quoi. Et il me semble que c'est aussi très important, et en matière de communication aussi. Voilà, il y a évidemment des liens naturels et puissants entre les 2 institutions. Alors, des idées de projets, il faut qu'on en parle tous les deux. Une vidéo sur Poussin sur Instagram du musée. Toujours d'accord. Non, mais je toujours partant pour Poussin. J'allais vraiment vous en parler après, mais là, c'est l'occasion. Donc, je pense que Poussin, voilà. Poussin en superstar, il faut que tout le monde comprenne que Poussin est le plus grand. Moi, j'adore quand j'entends Pierre Rosenberg, vous savez, qui a fait toute sa carrière au Louvre, qui a commencé ici comme modeste conservateur, qui est devenu directeur du département des peintures, ensuite président
du Louvre, président-directeur du Louvre, et ensuite membre de l'Académie française, donc désormais il est immortel, donc nous on l'écoute comme un oracle. Et moi j'adore quand il dit toujours à ce moment-là, quand il commence une conférence, quand il parle de Poussin, il dit toujours, et j'aime bien le citer, le plus grand peintre français. D'ailleurs, il faudra que je lui fasse remarquer qu'il faut qu'il arrête de dire le plus grand peintre français, mais le plus grand peintre tout court. Donc grâce à Nicolas, je pense que d'ici quelques semaines, on va pouvoir démontrer que Poussin est bien le plus grand. On va programmer ça. Et ça sera sur tous les réseaux sociaux. Voilà, vous penserez à nous quand vous verrez la vidéo sur Poussin. Non, on plaisante bien sûr, mais voilà, ça a du sens de dire ça parce qu'on a des combats qu'on a envie de mener, qui sont des combats légitimes. Encore une fois, Poussin, c'est 40, c'est le cœur de la collection de peinture française du Louvre. Donc moi, c'est mon rôle en tant que conservateur du XVIIe siècle au Louvre de faire rayonner cet artiste. Et plus c'est difficile, moins l'artiste est connu. Alors Poussin est connu quand même depuis... il est admiré sans discontinuer depuis des siècles, mais voilà, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas familiers ou qui ont peur, qui pensent que c'est difficile, que c'est un artiste qui demande une culture mythologique, etc. Et notre rôle est typiquement de donner les clés. Et pour donner ces clés, il y a plein de moyens. Et voilà, ces moyens, notamment les réseaux sociaux, Internet, sont de plus en plus importants, quoi. De toute manière, les réseaux sociaux, c'est une substance en mouvement, donc ça change, à mon sens, ça change tous les mois. C'est même dans les manières d'interagir sur les réseaux, les algorithmes, ce genre de choses. On est vraiment sur quelque chose qui bouge tout le temps, donc il y a un mouvement logique. Quand je parlais de ce mouvement qui a été accentué, certes accentué par le Covid, c'était déjà une pente, le mouvement était enclenché. Donc, et encore une fois, ça bouge extrêmement rapidement. Et ça, c'est très important de le préciser parce que justement, les musées, c'est des pôles de stabilité, c'est-à-dire c'est des œuvres qui sont là depuis des siècles, qui ont été créées depuis des siècles. Le Louvre, c'est vraiment une échelle temporelle. Vous voyez, vous avez des œuvres faites il y a 4000 ans, donc c'est la très longue durée. Donc la stabilité, il y a l'idée de conservation, c'est-à-dire d'essayer de figer le temps, c'est-à-dire que les œuvres ne soient plus le temps abîme les œuvres. Notre rôle est précisément d'atténuer ça, de faire que d'arrêter le temps en quelque sorte. Et c'est très bien, c'est la mission essentielle des musées, mais le musée doit aussi s'adapter. Et la communication et les réseaux sociaux et Internet et cette évolution très rapide que vient d'évoquer Nicolas obligent les musées à aussi s'adapter. C'est-à-dire que du coup, les musées ont vraiment ces deux choses, la très longue durée, la stabilité, les collections qui persistent dans le temps, et puis la nécessité de s'adapter effectivement à une communication, à des réseaux qui bougent tout le temps. Parce que là, c'est vrai que tout d'un coup, on parlait de TikTok, tout à l'heure, ça a émergé très récemment. Qui sait quel réseau sera dominant, intéressant dans 6 mois? On ne sait pas. Et le musée devra s'adapter. Et moi, je trouve que c'est l'enjeu pour un musée de s'adapter. Parce que s'il ne s'adapte pas, eh bien, il se prive soit de moyens de communication qui sont utiles, soit de public. Par exemple, les jeunes, c'est une question à se poser, sur quel réseau sont les jeunes? Et les jeunes bougent, etc. Eh bien, il faut le savoir et il faut y être. Voilà, si vous voulez les toucher. Et il me semble que c'est très important, parce que quand on parlait de pédagogie, ça s'adresse d'abord à la jeunesse. Donc du coup, il y a vraiment ces deux aspects à mener de front pour un musée, la longue durée, qui est vraiment le cœur du travail d'un musée, et aussi l'adaptabilité via la communication, qui bouge tout le temps, quoi. Donc, comme les réseaux, en fait, les musées c'est une substance en mouvement aussi, même si les collections sont inaliénables et immuables. Le musée, oui, c'est son rôle sociétal aussi de s'adapter. Le musée s'enrichit quand même en permanence. Oui, bien sûr. Mais c'est son rôle sociétal, en fait, de s'adapter aussi et de présenter de s'adapter à l'évolution de la société. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Très beau, très beau. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.